On va plonger dans la dernière intervention de la journée. C'est passé hyper vite, en tout cas pour moi. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment passé très vite. Dernière intervention de la journée en abordant le thème de l'humain, de l'inclusion, de la diversité, pour engager ensemble un changement positif dans la mode. Cette table ronde sera suivie d'une surprise. Je sais pas si je le dis ou pas. Non, on garde la surprise encore un peu, promis. J'accueille sur scène Samia Larouiche, qui est auteur du média et podcast WAOF et membre des commissions éducation et communication de l'ONG Fashion Révolution France. Elle guidera cette conversation qui sera traduite en langue des signes par Donatella Charter de Mediapi. À cette discussion participeront Catherine Doriac, qui est présidente de l'ONG Fashion Révolution France, Mélodie Thomas, journaliste mode spécialisée sur les questions d'inclusion, diversité et environnement. Et enfin Benoît Guinaud, fondateur et directeur de l'agence The Clo Models. Je l'ai bien dit ? Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Je ne sais pas si on m'entend bien, si c'est bon. Bienvenue à la conférence Human and Garments, façonnons ensemble le futur de notre mode. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça ? Le futur de la mode dans un standard responsable ne se définit pas uniquement dans la conception de vêtements durables ou respectueux de l'environnement. Ça commence d'abord dans les interconnexions entre les gens qui la font, les gens qui la portent et les gens qui l'incarnent. Chez Fashion Revolution, on est convaincus que les droits de l'homme et les droits de la nature sont interconnectés et interdépendants. Et qu'on a besoin d'une révolution du monde et de la mode et d'un changement révolutionnaire du moins dans la façon d'interagir entre nous, dans notre rapport aux vêtements, dans nos cultures, nos modes de pensée. Et on croit en une mode qui soit un puissant vecteur d'interpellation, de sensibilisation, positif, artistique et universel. Une mode qui peut et qui doit incarner ce changement et qui doit assurer ce désir d'agir collectivement. Et une mode qui soit le remède, je dirais, à nos maladies environnementales et sociales, celles que nous traversons, et non pas l'infection. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler des droits de l'homme, des droits fondamentaux, de l'inclusion, de la diversité dans l'industrie de la mode. Et donc, je suis très heureuse d'accueillir ce panel qu'on vous a déjà présenté. Mais j'aimerais bien que vous vous présentiez un petit peu plus en détail ce que vous faites, vos engagements et pourquoi c'est important pour vous d'adresser ces sujets. On peut commencer par Catherine, donc, présidente de Fashion Revolution France. Merci Samia et bravo pour cette introduction qui me semble parfaite. Bonjour tout le monde, je suis Catherine Doriac. J'ai derrière moi 30 années de militantisme pour les droits des femmes et de la nature. Donc un beau paquet d'années comme vous pouvez voir. Et en fait tout ce qui s'est passé sur ces 30 dernières années, aujourd'hui on arrive à une apothéose climatique et sociale absolument dévastatrice. Tu parlais des droits de l'homme, moi j'aimerais parler des droits de la femme, et notamment avec les dernières informations et déjà le coup de massue des talibans qu'on a vécu cet été, qui est pour les femmes une catastrophe absolument... je ne pense pas qu'on se rende bien compte. On se rend compte, mais je pense qu'au quotidien là-bas ça doit être terrible et ça va l'être. Aussi les nouvelles lois au Texas contre l'avortement, interdisant l'avortement sur la loi des battements de cœur, joliment nommée mais terrible, parce que cette loi empêche les femmes d'avorter à partir du moment où le cœur est perceptible chez l'embryon, c'est-à-dire à 6 semaines, et à 6 semaines la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Donc juste pour vous rappeler que les droits des femmes ont été arrachés de dures luttes. Et malheureusement, ils sont balayables très facilement. Merci Catherine. Mélodie ? Donc moi, je m'appelle Mélodie Thomas, je suis journaliste mode. Donc en ce moment, je travaille au marieclaire.fr sur le digital.
Et alors la question, comment est-ce que je me suis retrouvée à parler de mode responsable, je pense qu'en tant que journaliste, notre travail, c'est d'aller chercher l'information, de savoir ce qui intéresse les gens, de savoir ce qui fait un peu battre le pouls de la société. Et je pense que ça veut dire que je ferais vraiment mal mon travail si je n'avais pas remarqué quand même qu'en tant que consommateur, on a cet intérêt pour la question éco-responsable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu participer aujourd'hui aussi à cette conversation avec Fashion Revolution, parce que ça fait aussi partie des organismes qui rappellent que plus que préserver l'environnement et toutes ces questions-là, c'est aussi l'environnement, c'est là où on vit finalement. Et ce qui impacte l'environnement, ça impacte forcément l'homme et généralement, et on en reparlera plus tard je pense, les femmes en général. Donc voilà. Merci. Et Benoît? Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Benoît Guinaud, je suis cofondateur et directeur de l'agence The Clo Models. Donc on est une agence de mannequins, on représente des hommes et des femmes et des personnes de tout genre et de tous horizons. Moi, en fait, je suis venu à travailler dans le mannequinat parce que j'ai travaillé en tant que styliste pendant pas mal d'années en fait dans le milieu de la mode et par diverses observations, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme besoin de changer aussi un petit peu les acteurs, en tout cas les mannequins qui représentent les marques, que les marques avaient besoin d'incarner plus leurs produits, de trouver des personnes qui ont des histoires, ont envie de raconter leurs histoires personnelles et aussi ont envie de symboliser une nouvelle sorte de beauté, une nouvelle époque en termes de genre et d'humain, et en fait justement rendre un peu d'humanité à ce métier qu'est le mannequinat. Donc voilà, j'ai observé qu'il y en avait grandement besoin et j'ai décidé de m'associer avec 2 autres personnes et on a monté The Clo et aujourd'hui on travaille sur ces sujets de diversité, d'inclusion qui sont importants, comme on l'a pu le dire, dans l'univers de la mode. Il y a fort à dire. On va parler un petit peu de sémantique. Les mots sont vraiment le reflet et le témoin de l'ère que nous traversons. Ça évolue avec la société. Quand j'étais petite, par exemple, on parlait beaucoup de discrimination et d'exclusion. Aujourd'hui, pour dire la même chose alors que les choses n'ont pas changé, on parle justement de diversité et d'inclusion. J'aimerais bien qu'on commence d'abord par redéfinir un peu ces termes, et particulièrement dans l'industrie de la mode, et pourquoi c'est important de les prôner, de les promouvoir, ou en tout cas de les adresser. Catherine, peut-être ? Oui. Alors, diversité et inclusion, oui, c'est sûr, c'est un glissement sémantique qui nous fait sourire, hein, malheureusement, hein, parce que, bien sûr, ça parle surtout d'exclusion. Pour Fashion Revolution, l'inclusion, c'est évidemment, bien sûr, parler de tous les travailleurs. 80% des travailleurs sont des femmes, donc des femmes d'abord, mais aussi des sujets comme l'appropriation culturelle, qui est un sujet hyper important et ravageur dans la mode. Il y a eu des scandales dernièrement, et heureusement des avocats internationaux se sont mis sur les sujets pour demander aux marques de rendre justice au vol de propriété intellectuelle qu'ils font auprès des populations indigènes, ethniques. Il y a tout un panel de noms, simplement des gens qui sont dans des endroits dans le monde qui depuis des générations ont des broderies, ont des designs qui sont parfois hyper modernes, très contemporains, qui sont utilisés sans aucun retour, ni financier, ni simplement, ni dommage, ni... donc voilà, ça c'est un de nos sujets, bien sûr. Alors l'inclusion pour les marques de mode, on parle d'inclusion de taille, donc va-t-on aller jusqu'au 52, jusqu'au 54, jusqu'au 58 ? Ok, bon, pour moi ça suffit pas. L'inclusion, c'est aussi prendre en compte les maladies. Par exemple, au niveau du handicap. Au niveau du handicap, il y a
des maladies. Alors, il y a des handicapés, bien sûr, qui sont sur des fauteuils roulants, qui ont besoin de vêtements faciles à enfiler. Et alors, là, on est très triviaux, mais c'est la réalité pour 10% des gens en France, par exemple, qui ont des problèmes de handicap. Mais il y a aussi les autistes qui sont hypersensibles, donc ils ne peuvent pas porter tous les vêtements, qui ne supportent pas les coutures, qui ne supportent pas les boutons. Donc voilà, alors ça, pour moi, c'est aussi l'inclusion, inclure tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons voulu inviter une traductrice en langue des signes. Alors voilà, c'était pour vous montrer que l'inclusion, c'était aussi dans les conférences et qu'il fallait penser à tout le monde quand on organise des événements, quand on fabrique des vêtements, et quand on veut avoir une place dans cette société. Mélodie, sur peut-être la sémantique, toi en tant que journaliste? En fait, moi je dirais que ce qui est intéressant quand on prend les termes de diversité et d'inclusion, c'est que le terme inclusion, finalement, on l'a accolé il n'y a pas si longtemps que ça. Et la raison pour laquelle on l'a accolé, c'est parce que diversité tout seul était devenu un mot valise. Donc avoir de la diversité, ça voulait dire, bon, là on a mis une personne racisée, là on a mis une personne handi, là on a mis une personne grosse, etc. Et on s'est dit, c'est bon, on a fait le taf. Le problème, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la raison de plein de polémiques qu'on peut voir dans la mode ces dernières saisons, on va dire, c'est que même si on inclut des personnes concernées dans des défilés, dans des campagnes, etc., ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui sont derrière ces images, qui sont derrière les propos, on va dire, qui sont prononcés par les marques, qui aident à la construction de ce discours. Donc dire inclusion, c'est pas seulement dire, c'est pas juste un mot qui fait joli, c'est dire non seulement on représente ces personnes qui appartiennent à la société comme tout le monde, mais en plus de ça, elles ont voix au chapitre dans la manière dont elles sont représentées. Et je pense que ça, c'est très très important aujourd'hui de le rappeler et surtout de le rappeler aux marques et de dire on est très content aujourd'hui de voir voilà, qu'il y a de plus en plus de mannequins racisés, de plus en plus de mannequins gros qui sont présents sur les défilés. C'est très très bien et je pense que ça change la perception de soi pour beaucoup de personnes dans le monde. Mais ça aide encore plus de savoir que derrière ces castings, que derrière la manière dont ces images sont faites, il y a des personnes concernées qui ont pensé à ce que ça allait finalement transmettre comme information sur les identités. Oui, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, évidemment, il y a toujours la partie visible et la partie invisible de l'iceberg. C'est vrai que de notre côté, évidemment, notre travail, il est surtout de pousser les marques à aller vers des profils différents qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de mettre en avant. Voilà, on a un peu ce travail un peu de curation, je dirais, sans vouloir être juste dans l'aspect artistique, quoique, parce qu'en fait, justement, pour moi, le problème qu'il peut y avoir aussi avec le fait de montrer des personnes noires, des personnes trans, des personnes grosses dans des campagnes, c'est aussi parfois un propos qui va aller juste au niveau artistique et qui ne va pas dépasser en fait cette partie-là qui est pour moi un peu superficielle, puisqu'en fait le vrai sujet c'est montrer ces personnes, ok, mais derrière envoyer un message en fait justement d'inclusion et de diversité qui doit être aussi visible sur la partie justement qu'ils ne souhaitent pas montrer. Et moi j'ai eu en fait j'ai échangé lors aussi d'une conférence avec différentes personnes, Olivier Roustin entre autres qui est chez Balmain et d'autres acteurs, la personne qui est en charge de la diversité chez LVMH, et on a parlé de ce sujet en fait et on en est venu à la conclusion que le problème il n'était pas de montrer, mais il était justement qu'est-ce que font les gros groupes derrière pour donner accès à ces personnes, pour être des décisionnaires en fait sur comment créer les campagnes, comment travailler dans du marketing, dans différentes branches, parce que la mode c'est large, ça emploie des milliers et des milliers de personnes sur cette terre, et effectivement voir une personne noire sur une campagne, c'est pas ça qui fait forcément changer le fonctionnement des choses en interne, et c'est ça qu'on a vraiment envie de faire bouger en fait, plutôt. C'est clair. C'est une surexposition en surface, mais peut-être pas forcément en profondeur, alors qu'en réalité, ça touche vraiment l'intimité des gens, ça touche à leur identité, ça touche à leur rapport au corps et à eux-mêmes. Et est-ce que cette surexposition, puisqu'aujourd'hui, même si c'est pas nouveau, c'est très tendance de parler de queer, de plus size, de tous les termes qu'on peut évoquer, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce qu'il y a des écueils? Peut-être Mélodie?
La question de ce que c'est une bonne chose ou pas, enfin, moi je pars du principe que de toute façon c'est des réalités, enfin, c'est des vécus de personnes, c'est des identités de personnes, donc habituellement c'est des identités qui sont invisibilisées. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, et moi c'est ce que j'arrête pas de rappeler à chaque fois, c'est qu'aujourd'hui c'est des personnes qui ont, notamment à travers les réseaux sociaux, eu la capacité de se créer leur propre plateforme et de créer leur propre communauté avec laquelle interagir, avec laquelle partager des expériences vécues. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on se rend compte que là où on se sentait parfois souvent isolé sur des discriminations dont on était l'objet, finalement, ce sont des socles communs que peuvent vivre plein de personnes, que ce soit dans une localité proche ou alors que ce soit dans un monde beaucoup plus vaste. Pour revenir sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas, moi j'aime pas accoler la question, enfin j'aime pas accoler l'idée de tendance à ces conversations-là. Une tendance est censée être éphémère. Moi j'espère en tout cas que les conversations qu'on est en train d'avoir comme celle aujourd'hui, alors oui, dans l'absolu, peut-être qu'un jour on les aura plus et c'est l'objectif vers lequel il faut tendre, mais malgré tout on a cette tendance en France parce qu'on a cette belle idéologie qu'on appelle l'universalisme et qui nous pousse souvent à gommer les identités des autres pour avoir une forme d'identité qu'on voudrait commune. Mais malheureusement, ça empêche aussi beaucoup de personnes de s'exprimer et d'exprimer là où le bas peut blesser, souvent. Donc voilà, moi, j'aime pas accoler l'idée de tendance. Ce que je peux dire malgré tout, c'est que c'est nécessaire d'avoir ces conversations, c'est que c'est nécessaire d'avoir des personnes concernées qui puissent prendre la parole sur des sujets qui touchent à leur intimité, comme on le disait. Mais c'est surtout nécessaire, moi c'est une phrase, on est totalement hors sujet, mais c'est une phrase que disait, je me rappelle plus son nom, c'est l'autrice du livre La Familia Grande, qui a écrit sur l'inceste de son frère, etc. Bon, c'est une autre histoire, mais elle disait finalement c'est pas la parole qu'on a libérée, parce que les gens s'expriment depuis très longtemps sur certains sujets, c'est l'écoute. Et je pense que c'est une des phrases qu'il faut vraiment qu'on apprenne à garder en tête, c'est écouter les personnes qui sont concernées et pas toujours entrer dans la friction, mais juste des fois être un peu passif dans l'écoute qu'on peut avoir des autres. Je vais rebondir sur ce que tu dis et je suis assez d'accord. Moi, je pense que ce qui a beaucoup changé les choses, on parle souvent du côté parfois néfaste des réseaux sociaux, trop de réseaux sociaux, etc. Mais je pense que ça a libéré énormément la parole aussi. Ça a rendu des personnes invisibles visibles et les réseaux sociaux en fait ont énormément changé aussi la façon dont les marques ont décidé de communiquer, puisqu'en fait à la base, les marques décidaient de leur campagne et imposaient des visuels, imposaient une esthétique, imposaient un choix de mannequins aux gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont démontré en fait que les gens sur les réseaux sociaux sont les premiers à choisir les personnes dont ils veulent pour lesquelles ils veulent être intéressés de leur contenu. Les influenceurs sont souvent des personnes lambda qui finalement sont devenus des influenceurs parce qu'ils partageaient leur quotidien, des choses qu'ils aimaient vouloir partager. Leurs goûts, leurs idées, etc. Et en fait, les marques se sont rendues compte évidemment qu'aujourd'hui, les envies étaient différentes et qu'on ne voulait plus juste se voir imposer un profil type du genre de clients qu'ils veulent attirer, mais au contraire, les customers du coup ont pris en fait le pouvoir en fait sur cette image, et aujourd'hui, les marques sont obligées de s'adapter à ça et ont complètement changé la façon dont ils imaginent en fait la création de leur contenu, la création de leur campagne, et en fait on fait le procédé inverse. C'est les gens qui commandent aux influenceurs et aux marques ce qu'ils ont envie de voir. Et je pense que malheureusement en fait les marques ont opéré le changement en termes de diversité et d'inclusion en fait par des sujets commerciaux en premier, parce qu'effectivement quand il y a une demande, ils ont intérêt plutôt de le faire, ce qui est un peu dommage parce qu'évidemment le sujet dont on parle ce soir c'est vraiment autre chose que l'aspect commercial, c'est vraiment l'aspect humain avant tout, mais il faut bien commencer quelque part. Exactement, et voilà. Parfois qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Il y a aussi une dimension un peu plus fashion revolution peut-être, où dans le phénomène de starification, alors quand on parle de diversité on parle beaucoup de Rihanna, on parle de Beyoncé et Jay-Z, et c'est aussi très... en tout cas, leurs apparitions peuvent être aussi controversées. Donc, il y a de la surface, il y a des choses qu'on voit, mais
moi, il y avait quelque chose, par exemple, qui m'avait frappée. Quand on voit la super ligne, et c'est pas pour tacler quoi que ce soit, mais c'est simplement pour essayer d'illustrer le propos, quand on voit la ligne Savage Fenty de Rihanna, c'est de la super lingerie, body positive, hyper inclusive, etc. Des ensembles en dentelle merveilleux à, je sais pas, 29 € les 2 ensembles, enfin j'exagère. Quand on leur demande où sont fabriqués, parce qu'évidemment, à ce prix-là, on se demande évidemment où sont fabriquées leur lingerie, en Asie du Sud-Est, au Bangladesh, au Cambodge, etc., etc., etc. Donc, empower certaines catégories de femmes dans une certaine hémisphère de la planète, c'est bien, mais au détriment d'une autre catégorie de femmes. Alors, cette année, Fashion Revolution a lancé une campagne sur le mois de la Pride en juin, Who Made My Clothes, avec les couleurs arc-en-ciel. C'est une campagne qui a fait le tour du monde. On demandait justement, ok, toutes les marques mettent un petit arc-en-ciel, un petit signe comme ça sur leurs stickers, sur leurs t-shirts, sur whatever. Mais par contre, on oublie qui fabrique les vêtements, comme tu l'as bien rappelé. Et souvent dans ces pays-là, évidemment, les femmes sont exploitées, merci. Le mot, je n'arrive plus à le dire. Exploitées, mais les populations homosexuelles, transsexuelles, évidemment, le sont aussi. Et donc, quand on a envie de porter un vêtement qui montre sa fierté, il faut quand même toujours penser derrière, mais qui a fabriqué ces vêtements, quelles sont leurs conditions de travail, quelles sont leurs conditions de vie, comment, bien sûr, ils sont payés, et la question du salaire vital sera notre sujet de l'année 2022. Nous allons commencer à en parler d'ici la fin de l'année, mais ça sera le grand sujet de notre campagne 2022. Le salaire vital, le salaire minimum n'est absolument pas le salaire vital. Le salaire minimum, c'est même pas 30% d'un salaire vital dans ces pays-là. Alors, pour moi, le SMIC en France n'est pas un salaire vital, je vous rassure tout de suite. Mais bon, c'est un sujet, évidemment, qu'il faut garder en mémoire. C'est vrai qu'on ne peut pas parler d'inclusion, de diversité et de droits des sans aborder les droits des travailleurs, justement. Il y a d'ailleurs l'accord Bangladesh, qui est plutôt une bonne nouvelle, qui vient d'être prolongé. Cependant, toi, Mélodie, tu me disais que c'était aussi ce genre de sujet que tu aimerais remettre au cœur du paysage journalistique en France, qui était insuffisamment traité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, je ne dirais pas que c'est insuffisamment traité. Ce que je veux dire, c'est qu'en général, tous ces sujets, quand on parle de la mode d'un point de vue, on va dire, qui sort du côté de l'esthétique pure, généralement, on va retrouver ces sujets-là dans les rubriques société. Parce qu'on considère qu'on a dépassé, comme on n'est plus dans la simple esthétique, ce n'est plus de la mode, c'est de la société. La réalité, c'est que la mode fait partie de la société. On s'habille tous le matin avant de partir travailler. C'est pour ça que nous, on dit, on fait la différence entre mode, tendance, etc., et industrie textile. Oui. Ouais, j'entends aussi. Mais oui, parce que... Mais après, c'est aussi ces questions de sémantique à ce moment-là où ça peut devenir des terrains glissants. Parce qu'en tout cas, pour le grand public, si on commence à utiliser plusieurs termes pour parler de la même chose, on peut aussi perdre un peu son auditoire, alors que finalement on parle de la même chose. C'est-à-dire que oui, la mode, il y a la question des tendances, et c'est une partie intrinsèque de l'industrie, mais la mode fait partie de l'industrie textile. La mode, c'est l'industrie textile, donc quand on parle justement des ravages qu'elle peut causer, que ce soit sur l'environnement ou que ce soit sur les conditions de vie de personnes, oui, en fait, c'est une manière aussi de rappeler, quand on dit c'est l'industrie de la mode, c'est rappeler que la manière dont moi je m'habille a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre ou sur l'habitacle de quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est important aussi de le dire. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, dans mon travail au Marie-Claire, c'est des sujets que j'ai amenés, on va dire, sur la rubrique, parce que je pense que c'est important aussi que ça corresponde, que tout soit dans le même cadre. Alors après, bien sûr, il y a toujours des personnes qui vont pointer du doigt une certaine hypocrisie, parce que malgré tout, moi je reste journaliste mode, je parle quand même du vêtement d'un point de vue esthétique. Mais moi, je pense que c'est quand même un peu les histoires de famille. C'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on peut pas le critiquer. Moi, j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup m'habiller. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Ça veut pas dire que je peux pas pointer du doigt quelque chose que je trouve
que je trouve quelque chose que je trouve qui pourrait être modifié, ou en tout cas qui pourrait être abordé avec beaucoup plus d'honnêteté. Et je pense que c'est ce qu'il faut remettre aussi au centre de nos conversations sur l'industrie de la mode. Quid des droits des travailleurs en agence de mannequins? C'est un vaste sujet aussi parce que nous, de notre côté, en fait, ce qui est une observation d'ailleurs qui n'est pas que sur les mannequins, mais sur, je dirais, l'industrie des créatifs, je dirais, liée à la mode, où en fait, le monde de la mode, de l'industrie textile, utilise en fait énormément de créatifs gratuitement, sous prétexte que c'est de l'image pour eux, que c'est important de travailler pour une marque prestigieuse et que ça leur servira. En attendant, ils bâtissent des millions, des empires sur des créations qui sont faites par ces talents et qui ne rapportent rien aux talents eux-mêmes, qui leur permettent pas de payer leurs factures. Et c'est un peu le sujet qu'on a avec les mannequins, c'est qu'on est vraiment aujourd'hui dans une bataille du quotidien d'essayer d'élever les tarifs ou même de garder juste les tarifs à des niveaux corrects. Et je dirais qu'en France, on a quand même de la chance parce qu'il y a quand même de la protection. Les mannequins sont considérés comme des salariés, donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment important de souligner. Dans tous les autres pays du monde, ils ne sont pas du tout considérés comme des salariés, ils sont des indépendants. Et du coup, ils sont traités comme des indépendants, à savoir payer le minimum possible. Les tarifs sont tirés continuellement vers le bas. Et d'ailleurs, on peut le voir de manière significative quand on a une marque, par exemple, qui défile à Paris et qui l'année d'après décide de défiler à Milan, le tarif est divisé par 3. Alors que c'est la même marque de luxe. Ça n'a rien changé, ils vendent les pantalons au même prix, leurs t-shirts au même prix, et les mannequins sont payés 3 fois moins cher. Donc nous, on essaye vraiment de se battre sur cette partie-là. On a la particularité, nous, d'avoir une agence aussi à Milan. Donc on essaye d'éduquer aussi nos équipes à Milan pour leur dire c'est pas parce que c'est un marché différent qu'on doit pour autant négliger les rémunérations de nos mannequins, parce que nos mannequins, c'est les personnes qui nous font nous aussi travailler. C'est eux qu'on doit protéger avant tout, parce qu'aujourd'hui, une agence de mannequins sans mannequins, ça n'a aucun intérêt. Donc on se doit de les protéger, de les mettre en avant, pas uniquement par de belles collaborations, mais aussi en se battant pour leurs droits. Donc voilà, c'est un sujet qui est très important pour nous et qu'on essaye de développer haut et fort. Je voudrais juste rebondir sur ça pour dire que c'est hyper intéressant, notamment parce que je trouve que la question du mannequinat, c'est aussi ce qui a amené les gens à la mode. Enfin, pour la majorité des gens aujourd'hui, en tout cas de nos générations, les mannequins des années 90 par exemple, ce sont elles qui nous ont un peu attirés dans les filets d'une industrie. La question du traitement des mannequins en elle-même, là aujourd'hui, cette semaine, on a pu entendre parler de l'ouverture du procès de Gérald de Marie, qui est un ancien qui est un agent de mannequin, mais ancien directeur général d'Elite Management Europe, qui est accusé d'agression sexuelle, de harcèlement, etc. etc. Et en fait, c'est hyper intéressant. Qui est toujours là, hein, oui. Parce qu'il dirige aujourd'hui We Management. Donc il n'a pas disparu, il est moins devant, mais il est toujours là, malheureusement. C'est ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant, et d'autant plus aujourd'hui, grâce à des conversations qui ont pu être eues à travers MeToo, mais aussi grâce à de la mise en place de certains syndicats de mode, je pense à Modèle Alliance, qui fait, je trouve, un travail remarquable à New York. Cette libération de la parole des mannequins, comme c'est elles les premiers symboles de la mode, elles ont, je trouve qu'il y a eu les années 90 où il y a eu des supermodèles. Il y a eu un espèce de flottement dans les années 2000 où on a un peu perdu de vue cette idée de mannequin iconique. Et c'est revenu dans les années 2010 avec les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui change avec les réseaux sociaux, c'est qu'une mannequin qui est maltraitée par une marque, qui est maltraitée par une agence, qui est maltraitée par un photographe, etc., elle peut, si elle a la volonté, bien sûr, prendre la parole sur sa plateforme, parler directement à sa communauté et dire il vient de m'arriver quelque chose et c'est pas OK. Et aujourd'hui, il y a énormément d'histoires qui ont pu sortir dans le milieu de la mode parce que les mannequins ont pris la parole et ont décidé que trop, c'était trop. Et voilà, et je trouvais que c'est important de rappeler aussi que on a tendance aussi à voir toutes ces révolutions-là dans la mode comme venant de l'extérieur de l'industrie, alors qu'au contraire, c'est aussi beaucoup de personnes qui risquent quelque part aussi leur vie professionnelle, enfin en tout cas leur carrière professionnelle, en prenant la parole.
face à des marques ou à des conglomérats, enfin des institutions en tout cas, qui sont beaucoup plus grosses qu'elles au départ. Mais je pense que justement les réseaux sociaux ont aussi aidé à ça, à redonner cette parole aux mannequins et à leur donner ce pouvoir, parce qu'une fois qu'un mannequin de toute façon parle sur les réseaux sociaux, peu importe ce qu'une marque va essayer de faire derrière, le bien aussi est fait du coup. Le bien est fait puisque le message est passé et donc la marque ne peut plus arrêter ce qui a été lancé. Donc aujourd'hui, évidemment, tout le monde fait attention. Je sais qu'il y a énormément de chartes éthiques dans les groupes. Nous, on passe notre temps à signer des chartes, à recevoir des chartes et des chartes. Au final, il y a encore des choses qui ne vont pas. On parle de justement respecter la pudeur des mannequins. Or, quand moi, je suis désolé, je vais en backstage d'un défilé et qu'il y a 60 mannequins qui sont en train de se changer et que le défilé, il vient tout juste de se terminer et que la presse est déjà en backstage alors que les mannequins sont en culotte, soutien à gorge, voire nus pour certaines, et que la presse commence déjà à rentrer pour voir les vêtements à peine enlevés de leur corps. Je trouve que ça, c'est pas respectueux. Par exemple, on peut attendre 5 minutes que les mannequins se rhabillent avant de rendre le backstage praticable. Donc il y a plein de choses en fait comme ça qui sont pour moi qui paraissent des petits détails mais qui ne l'en sont pas en fait, parce que respecter l'intimité de quelqu'un, c'est pas parce qu'on travaille avec son image qu'on a envie de voir que chaque parcelle de son corps soit vue. Donc voilà, il faut encore faire évoluer cette partie-là. Nous, on essaye toujours d'écouter nos mannequins avant tout, parce que ce qui est super important, c'est de comprendre que chaque mannequin en plus est différent, à son niveau de tolérance. Ils n'ont pas forcément tous envie de faire les mêmes choses. Voilà, c'est des êtres humains, donc chacun a sa propre entité. Donc on travaille beaucoup sur la discussion avec eux pour essayer de les comprendre et de travailler au plus près des marques et avec tous les interlocuteurs avec qui on peut être en discussion, pour justement leur expliquer tel mannequin veut faire ça, tel mannequin ne veut pas faire ça. Et comme ça, on pose des limites et on essaye que la collaboration soit la plus agréable possible. On n'est jamais à l'abri de tout. On sait que des fois, il y a des abus, sans forcément rentrer dans des choses dramatiques, mais même dire à une mannequin qui ne veut pas, par exemple, être topless, si, baisse juste ton haut, on verra pas la photo. Mais en fait, on n'est pas sur une discussion de voir à la photo, c'est même sur le set, être agréable avec son corps. Et est-ce qu'on a vraiment envie de montrer ça à toute l'équipe qui est devant? Pas forcément. Donc voilà, c'est toutes ces petites nuances en fait qu'on essaye de travailler au quotidien pour dédiaboliser aussi le mannequinat, parce que ça fait rêver, mais en même temps, nous aujourd'hui, quand on arrête une fille dans la rue pour lui dire t'es sublime, tu voudrais être mannequin, eh bien souvent c'est non, parce qu'elles ont peur. Et les parents, les premiers ont peur, disent moi ma fille faire ça, mais jamais de la vie, c'est quoi ce métier? Parce qu'ils ont ces images de tous les drames qu'il y a eu dans les années 90-2000 et qui sont toujours présents dans l'inconscient ou même dans le conscient d'ailleurs des gens aujourd'hui. Et donc on a aussi ce travail de devoir montrer qu'on évolue, que ça a évolué et que ça va vraiment beaucoup mieux quand même. Oui, ça c'est l'après-MeToo qui l'a permis, parce que on parle de mannequins, on est dans l'univers de la mode, mais c'est tous les secteurs artistiques qui sont touchés par cette histoire. Et dans les années 90, il y avait 80 même, il y avait déjà des scandales au niveau des agences et des mannequins. Et les années 2000, c'est l'arrivée des Ukrainiennes. Alors là, ça a été terrifiant, mais oui, c'était des jeunes filles de 14 ans qui se retrouvaient dans un pays dont elles ne parlaient pas la langue, livrées en pâture à des vieux messieurs libidineux. Appelons un chat un chat. C'est clair. Vous parliez tout à l'heure de l'influence des réseaux sociaux, de la peur des marques, de leur image, de ce qu'ils renvoient, etc. On est à l'ère du greenwashing, du social washing, et à la fois à l'ère de la sustainability et de l'inclusivity. Alors que lui, le consommateur, on n'en a pas encore parlé, est plutôt à l'ère du soupçon permanent et de la défiance. Pour vous, est-ce que le consommateur a un rôle à jouer dans ces questions cruciales et quels sont ses moyens d'action face à ce chaos, en fait? Je peux. Alors, le consommateur, il est hyper important. C'est grâce à ces nouvelles demandes, à sa prise de conscience, bien sûr, écologique, planétaire, climate change, toutes ces histoires autour de biodiversité perdue, de problèmes de santé à l'international. Le consommateur, lui, il a des nouvelles attentes. Il veut de la transparence. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, la transparence, qu'est-ce que c'est?
La transparence, c'est, ok, mes vêtements, ils ont été fabriqués dans une usine, dans un pays lointain. Donc, est-ce qu'on est bien sûr que dans cette usine, les gens sont bien traités, bien payés? Et ça ne s'arrête pas au rang 1, ça c'est le rang 1. Nous, ce qu'on demande à Fashion Revolution, alors je vais être un peu technique, mais on demande aux marques, quand ils déploient leur transparence sur leurs réseaux sociaux, sur leur site internet, c'est d'aller jusqu'au rang 5. Le rang 5, c'est l'opacité totale. Le rang 5, c'est en fait la matière première. D'où vient cette matière première? Cette année, l'année dernière plutôt, est sorti le scandale ouïghour. On s'est rendu compte que, tiens, il y a des esclaves qui travaillent pour nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, vous avez 20 ans que la Chine exploite les Ouïghours, et il s'est passé que les marques n'étaient pas au courant qu'au bout de cette chaîne, la matière première était produite par des esclaves. Et donc voilà, la transparence, c'est ça, c'est aller jusqu'au rang 5 en passant par le 2, le 3, le 4, c'est-à-dire les étapes de filature, de tissage, de tricotage et d'ennoblissement des vêtements et jusqu'à la matière première. Ça, c'est hyper important, il faut le rappeler. Et je crois que là, on est à une période où ça ne passera plus pour les marques. Encore un peu de travail. Il y a toujours besoin d'une fashion revolution. Encore, en tout cas. Je voulais juste rebondir. Effectivement, ce qui est toujours un peu délicat aussi avec la transparence, c'est que avec cette mode justement aussi d'essayer d'être transparent, de vouloir être meilleur que l'autre, on va dire en termes d'éthique, il y a un peu ce problème où maintenant on ne sait plus dissocier ce qui est du marketing et ce qui est une réelle transparence. Et ça, c'est très difficile parce que nous, on le voit aussi à l'agence, même si intrinsèquement, moi, quand j'ai créé cette agence, c'était un sujet dès le début que j'ai voulu mettre sur la table, tous les sujets de diversité et d'inclusion, parce que moi, je sais pas, j'ouvre les yeux quand je sors de chez moi le matin et que, évidemment, la diversité, elle est partout. Donc, j'ai juste voulu représenter ça, en fait, ce qui était mon quotidien. Mais on a souvent des personnes qui viennent, en fait, même sur nos réseaux sociaux, pour nous dire « Est-ce que réellement vous le faites ?» Alors, on leur dit « Bah oui, allez sur le site internet, regardez un petit peu. » Oui, on a des personnes avec toutes les morphologies, on a des personnes de toutes les origines, on a des personnes de tous les genres, de toutes les orientations sexuelles. Évidemment, on ne communique pas sur ça toute la journée parce qu'on n'a pas envie de tomber dans cet extrême justement de marketing où on veut over, être meilleur que les autres et montrer qu'on a une conscience merveilleuse. Mais quand même malgré tout, même si c'est présent, beaucoup de gens nous posent la question nous disant « Oui, mais est-ce que vraiment vous le faites ?» Et je pense que nous, on s'en rend compte à notre niveau, mais je pense que pour les marques, c'est exactement pareil. C'est à quel point la transparence, elle est réelle. Je pense que ça rejoint ce que tu disais au tout début, on est dans l'ère de la méfiance. Et en fait, c'est quelque chose aussi, je pense que les gens, et quand je dis les gens, je veux dire autant nous, par exemple, d'un point de vue médiatique, on a tendance à oublier, c'est que la confiance, ça se construit. Et la réalité, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des marques, on a des institutions qui disent « Ah ben regardez maintenant, voilà ce qu'on fait, c'est super ». Mais en fait, oui, d'accord, vous faites ça cette semaine, qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine? Et la semaine d'après? Et la semaine encore après? Et dans 6 ans, quand on revient, est-ce que ça sera vraiment devenu une norme, en fait, d'avoir tout type de personnes dans vos entreprises, tout type de sujets abordés au sein de vos entreprises? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que vous faites maintenant tant que les gens regardent? Et je pense que cette méfiance, elle vient de là aussi, parce qu'il y a eu énormément d'abus. Et puis aussi parce que je pense, en tout cas, moi, c'est les réflexions que je me fais, autant, je pense qu'il y a plein de marques qui sont de bonne volonté. Je ne pense pas que les gens soient profondément méchants et qui se frottent les mains en se disant « ha ha ha, on les a bien eus ». Mais ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de termes que les gens ne comprennent pas. Et en tout cas, ils ne comprennent pas jusqu'où essentielle est leur implication sur ces termes-là. Moi, j'ai discuté avec la directrice com d'une marque, je ne citerai pas parce que ça soit cette marque ou une autre, je pense que la problématique est pareille. Et maintenant, il y a beaucoup de marques, vous avez dû le remarquer, qui font des petits QR codes maintenant sur leurs pantalons, sur leurs machins, pour dire « Ah ben maintenant, vous allez pouvoir retrouver l'origine des pièces, là ça vient de là, là ça vient de là, là ça vient de là ». Et donc, elle me montre avec son téléphone, mais voilà, vous scannez, et puis vous voyez, ici, ça a été fait en Turquie. Je dis, ah ben, c'est super, je suis très contente de savoir qu'on fait travailler des gens en Turquie, voilà. Mais combien est-ce que ces gens sont payés? Ça, vous ne me le dites pas non plus sur le QR code. D'où vient la matière première? Et surtout, moi, j'avais aussi cette question, c'est
quand aujourd'hui, par exemple, on parle de la question de la Turquie, des emplois dans les usines turques, on sait aussi qu'il y a énormément d'immigration récente, notamment des pays du Moyen-Orient, donc des gens qui sont sous-payés, très exploités, pour travailler justement, encore une fois, dans des usines. Donc en fait, je suis très contente, moi, de savoir l'origine de l'usine qui a fait mon t-shirt, Mais ça, par c'est le exemple. rang 1. Mais ça ne m'apporte rien finalement, ça ne me dit rien en fait de l'engagement réel, éthique de la marque sur ces questions-là. Et je pense que ça, c'est vraiment des questions que les marques, elles doivent apprendre à travailler plus en profondeur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pareil pour nous avec les mannequins, la façade et ce qui se passe derrière. C'est exactement le même sujet, c'est ça, le rang 1. C'est très juste ce que tu disais parce que ça rend encore plus difficile la problématique, c'est-à-dire qu'il y a des vraies marques sincères, intrinsèquement convaincues de la nécessité d'une mode plus responsable, plus inclusive, plus respectueuse des droits de l'homme, de l'environnement, etc. Il y a les menteuses, celles qui profitent de l'opportunité, on va dire, commerciale et marketing du moment. Encore une fois, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est encore un autre débat. Mais je pense que plus que des marques menteuses, je dirais, faut aussi qu'on rappelle que la mode, c'est une industrie. Quand on dit industrie, on veut dire que l'intérêt premier, c'est la vente. Absolument. C'est de faire de l'argent. Donc en fait, tout ce qui se greffe sur les questions de diversité, d'inclusion, d'environnement. Alors il y a certaines marques qui, je pense, se sentent de toute façon qu'il y a une tendance et que même financièrement pour elles, il y a un enjeu à se poser sur ces questions et à faire évoluer leurs entreprises. Mais malgré tout, l'idée, c'est de vendre. Je sais pas si vous l'avez lu, il y a eu un article du Washington Post qui est sorti il y a 2 semaines, qui était « Où va l'argent ?» qui a été, parce qu'il y a eu des grandes campagnes au moment de la mort de George Floyd, qui est un homme afro-américain qui a été tué par la police en juin 2020. Enfin, c'était en mai 2020, mais l'affaire a eu un retentissement très fort en juin 2020. Il y a eu énormément de manifestations à travers le monde, etc. Et donc, il y a plein de marques et de magazines, etc., qui ont dit on va faire des dons, on va créer des fonds, on va. Et donc, l'article s'intéresse à où est parti l'argent. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Et quand on regarde cet argent, majoritairement, il a été placé sous forme d'emprunt. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des très très grandes banques qui sont déjà très très riches, qui ont reçu énormément d'argent pour permettre à plein de gens, plein de personnes minorisées, de pouvoir faire des prêts plus facilement chez eux. Donc en fait, 90% des dons qui ont été faits vont rapporter de l'argent à ceux qui les ont faits. Et vont rapporter de l'argent aux banques qui ont fait ces prêts. Et si un jour vous êtes une personne minorisée, vous n'arrivez pas, je sais pas, à rembourser votre échéance, etc. Surtout on parle des États-Unis, c'est pas comme en France, on arrive toujours à peut-être s'arranger un petit peu avec sa banquière, machin. Aux États-Unis, on sait que le principal c'est de récupérer l'argent et pas forcément si la personne elle va dormir à la rue demain ou pas. Donc c'est dire que c'est des gens qui vont potentiellement, on l'a vu avec la crise des subprimes en 2008, vont se retrouver aussi dans des situations qui peuvent être risquées pour elles et pour leur famille, mais dans tous les cas, les investisseurs, eux, vont toujours repartir gagnants. Et donc, je pense que c'est des questions aussi qu'il est important d'avoir sur super, un tel a fait un don, mais sous quelle forme réelle? Est-ce que c'est des dons qui vont être versés directement à des associations? Comment ça se passe? Oui, sous quelle forme? Mais il y a toujours derrière la question de la véritable intention entre les sincères, les moins sincères, ceux qui veulent bien faire et pensent bien faire, mais qui n'ont pas les codes. Et donc, il reste encore de la pédagogie et de l'éducation à faire auprès des consommateurs, du grand public, mais aussi des marques, finalement. Ce qui nous amène à la dernière question de conclusion. Dans un monde idéal, disons, le futur de la mode, responsable, inclusif, enfin avec toutes les valeurs qu'on a évoquées, à quoi il doit ressembler, comment on peut y parvenir, quelles sont les solutions pour vous? Moi, j'ai envie de dire, le futur de la mode, c'est ce qu'il y a déjà dans vos placards. Ça, c'est un de nos motos. Donc, de bien choisir ce que vous allez acheter, ce que vous achetez, ce que vous consommez, pour pouvoir le garder longtemps et en profiter et aimer vos vêtements. Le futur de la mode, bien sûr, alors il y a l'industrie, il y a des gens qui en dépendent pour leur quotidien, leur pain quotidien, je dirais. Je pense qu'on doit aller vers une production adoucie, moins de production, beaucoup moins de production, parce qu'aujourd'hui on est en overproduction, en overconsommation. Et pour ça, je vous conseille un petit livre que moi personnellement je relis de temps en temps. C'est Le bug humain de Sébastien Boller, qui vous expliquera pourquoi vous êtes tout le temps en train d'avoir envie d'encore quelque chose de nouveau.
Mais le futur de la mode, c'est la sobriété, peut-être. Créative, en tout cas. Très juste. Mélodie? Je trouve que c'est une question qui est assez difficile de répondre comme ça. C'est jamais simple de se projeter dans le futur. Non, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a une période de toute façon qui est charnière, que ce soit dans l'industrie de la mode ou dans la société en général, et qu'on a en tout cas, en tant qu'institution mode, autant qu'en tant que consommateur, on est aujourd'hui face à des choix, et c'est de ces choix dont dépendront en fait si on parviendra un jour à avoir un système de mode qui est aussi respectueux du vêtement, qu'il est respectueux de l'humain. J'ai fait un article il y a 1 an ou 2 qui était sur où vont nos vêtements quand on les donne. Et c'est des aspects en fait dont on parle très peu, parce que nous, on va acheter des vêtements, puis quand on n'en veut plus, on se dit on va les donner à une association. Des fois, on a des associations locales qui travaillent. Ensuite, des fois, on se dit on va les mettre dans un vide dressing. Enfin, on se débarrasse de ce qu'on a. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est où vont ces vêtements ensuite. Alors, il y a une partie, bien sûr, qui est rachetée par des gens comme vous et moi. Ça se fait beaucoup, là, en ce moment, avec Vinted, où c'est de personne à personne. Et puis, la réalité plus globale, c'est que la majorité de ces vêtements, ensuite, ils sont exportés dans d'autres pays. Europe de l'Est, Amérique du Sud, Afrique, et qu'ils sont revendus. Ils ne sont pas donnés, ils sont revendus à des gens. Et en fait, on arrive à telle tonne de vêtements textiles qu'ils ne savent pas eux-mêmes quoi en faire. Donc ça devient des déchetteries textiles à ciel ouvert. Du coup, on pollue les océans, on finit par polluer des environnements entiers. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de manière écologique de faire disparaître les vêtements de mauvaise qualité qu'on produit. Elle est là, la réalité. On fait plein de vêtements à base de pétrole. Relâcher les particules de plastique et de pétrole dans l'air, c'est pas forcément ce qui nous est indiqué en ce moment dans l'air et dans l'eau, mais c'est pas forcément indiqué, on va dire, en ce moment par quelconque scientifique, je pense. Donc voilà, ça c'est un peu les réalités qu'on C'est qu'on un ignore. peu la boulimie du Nord qu'on régurgite au Sud. C'est un peu trash, Exactement. mais c'est la réalité. C'est Quoi. ça. Donc on a encore cette vision, on va dire, néocoloniale, quelque part. Enfin, en tout cas, on a cette relation néocoloniale avec le Sud global. Et c'est là aussi où il faut toujours se dire que les questions environnementales sont liées aux questions raciales, qu'elles sont liées aux questions de genre. Parce qu'on l'a rappelé rapidement, mais voilà, c'est 80% des travailleuses textiles, c'est des femmes en fait. Donc aujourd'hui, quand on a ces conversations, quand on parle de MeToo, quand on parle du féminisme par exemple, moi c'est aussi des interrogations que j'ai, je me considère comme étant féministe, mais quand on dit il faut libérer la parole, il faut prendre la défense des femmes, etc., mais qu'en même temps on va s'acheter des lots de fringues quelque part qui ont été faits par des meufs exploitées, c'est là aussi on se dit le féminisme mais pour qui et jusqu'où? Et donc voilà, moi j'ai pas de solution, j'ai pas de blueprint à donner clé en main à qui que ce soit. C'est dommage. Dommage, je suis désolée, mais en tout Mais cas des questionnements en tout cas. voilà. C'est ça qui fait avancer. Je pense que justement posez-vous des questions. Posez-vous, voilà, on disait posez-vous la question de est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter ce truc ou est-ce que vous l'avez vu déjà sur 6 ou 8 filles sur Instagram et au bout d'un moment, c'est comme une chanson dans un magasin. La première fois qu'on l'entend, on est là, mais elle est claquée cette chanson. Et puis en fait, au supermarché, elle passe tous les jours. Et à la fin, on la chante à tue-tête. On la met, c'est super. Voilà, on a un peu cette tendance-là avec les fringues sur Instagram où au bout de 6 fois, on voit la même ça. Puis on se dit, mais c'est vrai qu'elle est cool. Peut-être que je devrais l'essayer au moins, l'acheter, on va voir. Donc réfléchissez bien sûr aux vêtements que vous voulez acheter, mais réfléchissez aussi à là où vous mettez votre argent finalement. Moi aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne dans une école et je leur dis aujourd'hui on est dans l'économie des valeurs. Quand vous voyez par exemple toutes les récriminations qu'il y a eu quand on a appris qu'il y a des marques qui bénéficiaient du travail forcé des Ouïghours, il y a des gens qui se sont dit mais mon argent, l'argent que je donne à cette entreprise ne peut pas avoir cette utilité-là, celle d'exploiter des gens à travers le monde. Je ne peux pas porter cette responsabilité éthique sur ma personne. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut se poser comme question, c'est quand je donne mon argent à une entreprise, qu'est-ce que j'achète? J'achète le produit, oui, mais est-ce que j'achète une valeur que j'aime bien dans l'entreprise? Est-ce que j'achète sa vision d'un monde meilleur, quelque part? Et je pense que c'est un peu les questions qui sont importantes de se poser. Je pense que ce que tu dis, c'est aussi une question d'éducation. Je pense qu'il faut éduquer les gens à penser différemment.
Évidemment, le problème avec ces sujets en fait, d'achat, c'est que les gens achètent par plaisir et en fait ils se disent est-ce que mon plaisir est plus fort que vraiment ma conscience? Et c'est un peu ça le problème. C'est qu'en fait ils vont se dire en fait finalement ce petit haut il est cool, peut-être peu importe, je le prends. Et en fait il faut justement essayer d'éduquer pour que les gens dépassent ça en fait et pensent différemment aussi lors de leurs achats, qu'ils soient beaucoup plus... qu'il y ait une conscience plus forte en tout cas. Je voudrais juste mettre un bémol. Vas-y, je t'en prie. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du consommateur et de ce que lui peut faire, et c'est important. Mais c'est peut-être là où on voulait en venir, mais quand même, il faut quand même rappeler que nous, on est des consommateurs, mais on achète ce qu'on nous vend. Et que peut-être là, voilà, on entre en période électorale. C'est peut-être aussi bien de pousser les candidats à avoir ces conversations-là. Fashion Révolution, je sais que c'est des sujets que vous suivez beaucoup. Il y a aussi des collectifs comme le collectif Éthique sur l'étiquette, dont Naïla Jaltouni, la porte-parole, je crois, est intervenue à un moment donné lors du festival. Les moyens de pression, en fait, les États devraient avoir cette volonté d'imposer aux marques des réglementations qui empêcheraient les exploitations, qui empêcheraient des déversements de produits toxiques dans l'environnement, etc. On l'a fait en France. On a juste exporté les problèmes dans d'autres pays. Et en fait, aujourd'hui, il faut rappeler aux marques que si vous êtes une marque française, si vous ne pouvez pas le faire sur un territoire français, vous ne pouvez pas le faire dans un autre pays aussi. Parce que c'est trop facile d'aller dans des pays où il n'y a pas les réglementations et de se laver les mains du problème derrière. Donc, faut se remettre en question soi, mais il faut aussi rappeler que c'est un sujet politique et que c'est au gouvernement et c'est aux ministres et c'est à tous les gens pour lesquels on vote de porter ces questions et d'imposer des régulations aux entreprises. Alors justement, je voulais rebondir. Je voulais dire à peu près la même chose, mais merci. Mais il faut rappeler quand même qu'en France, on a voté en 2017 la loi sur le devoir de vigilance, qui est la première loi internationale. Enfin, en tout cas, elle va devenir internationale au niveau européen, puisqu'elle est en discussion à la Commission européenne, qui force les entreprises, justement, pas seulement de mode, les entreprises de plus de 5 millions d'employés à être plus transparents et à fournir les preuves de leur fabrication à tous les niveaux. Alors, la loi sur le devoir de vigilance, c'est un premier pas. C'est une loi contraignante, mais qui n'est pas contraignante financièrement. On espère que celle qui va être votée à la Commission européenne sera contraignante financièrement, parce que finalement, il n'y a que ça pour faire avancer les choses. C'est bien dommage, mais... Ouais. Il y a un rapport, en fait, la force de la mobilisation citoyenne est très importante, le pouvoir du consommateur, comme vous le disiez aussi. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Mélodie, il y a aussi un rapport dont j'ai oublié le nom qui énonce que dans le changement de monde en général, le changement climatique et pourquoi pas le changement dans la mode, si on l'amène à ce spectre-là, dépend à 70% à 30% du moins du consommateur, à 70% des gouvernements et des industriels. Donc tout est dit. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, alors je ne me rappelle plus c'était laquelle, mais c'était la COP21, je crois, à Paris. Ils avaient bloqué tout Paris, ça a duré une semaine, c'était un petit enfer, malgré tout, en tant que passant. Quel a été le résultat de cette COP21? À la fin, on nous a dit « Faites attention avec vos lumières quand vous êtes chez vous à bien les éteindre ». Ils ont quand même demandé au monde entier de signer l'accord pour ne pas dépasser 1,5 degré, ce qu'on a déjà quasiment dépassé partout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas sortir de rendez-vous d'État et faire porter sur le poids du consommateur la question énergétique quand on sait qu'il y a plein d'entreprises qui suffit de se balader sur les Champs-Élysées la nuit. C'est éclairé comme si c'était Noël tous les jours. Mais c'est à moi de me dire, là, je sors de la pièce 2 minutes, j'éteins la lumière, je reviens 30 secondes. Bien sûr que c'est bien que nous, on ait aussi ces pensées-là et qu'on ait ces réflexes. Merci beaucoup. Qu'on ait ces réflexes et qu'on les garde en tête. Mais c'est quand même très hypocrite de nous faire porter à nous cette responsabilité-là quand on sait que c'est la majorité du temps, c'est les entreprises en fait qui sont les plus gros pollueurs. Donc voilà, c'est pour ça que la régulation à travers les gouvernements reste primordiale. Merci beaucoup. Peut-être que tu voulais dire quelque chose. Je vais juste rajouter une petite chose aussi sur le futur. Du coup, moi, sur l'aspect plutôt des mannequins, j'aimerais que justement dans le futur, il n'y ait plus de quotas et qu'on n'essaye plus de cocher les cases.
parce que ça aussi c'est un petit peu le danger. Moi quand j'ai créé l'agence, c'était aussi suite à un petit dépourvu avec une assez grande agence en fait à Paris où moi je présentais des mannequins à ces agences avant d'ouvrir la mienne et j'ai repéré un garçon sénégalais absolument magnifique que j'ai voulu présenter à ces agences et la plupart du temps les réponses étaient ah mais on a déjà un mannequin noir avec le même genre de peau. Ok, donc là j'avoue j'étais un petit peu interloqué, voire je ne savais pas quoi répondre en fait en me disant et ça vous pose pas de problème d'avoir 50 Russes qui ont le même profil sur votre board. Et ça a été un petit peu le moment où je me suis quand même un peu réveillé. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire quand même, parce que c'est quand même dingue d'entendre ce genre de choses. C'était en 2018 à l'époque, donc c'est quand même pas il y a si longtemps. C'est quand même dingue d'entendre ce genre de réflexion dans des agences aussi énormes que l'agence en question. Là, pour la petite histoire, ce petit garçon qui avait juste la peau noire comme apparemment un autre garçon de l'agence, est aujourd'hui un des top 50, donc un des garçons qui fait le plus de défilés au monde, plus de campagnes. Donc il y a une agence qui a quand même cru en lui et qui s'est dit voilà, peu importe si j'ai 10 garçons noirs dans mon agence pourvu qu'ils soient tous successful et qui portent de belles valeurs en eux. Donc ça c'est la première chose. Et puis lié à cette histoire de quotas, donc que les agences de mannequins fassent preuve de beaucoup plus d'ouverture et pas représenter les gens pour ce qu'ils représentent mais pour ce qu'ils sont. Si on trouve un profil beau avec une personnalité intéressante, bah, tout est dit en fait. Il ne doit pas avoir d'autres sélections en fait pour pouvoir représenter quelqu'un dans une agence de mannequins. Et justement, ça se répercute en fait avec les clients. Et je pense que nos clients aussi ont besoin de ne pas embaucher au sein de leurs entreprises des personnes juste pour dire bah voilà, il faut qu'on ait 10 personnes trans, 10 personnes noires dans les entreprises. Mais au contraire, dès le début en fait, éduquer les gens pour accueillir en fait ce changement et cette évolution et permettre à toutes les minorités de pouvoir intégrer les entreprises, non pas pour juste être embauchés, avoir un CDI et puis ne jamais évoluer, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont le pied dans l'entreprise, bah c'est cool, t'es là, t'as rempli la case et tu resteras là. Et en fait, moi, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes ont aussi envie d'avoir des projets de carrière, d'évoluer et de ne pas juste être embauchés pour compléter un panel qu'on leur demande aux entreprises d'avoir, mais au contraire avoir les possibilités, exactement les mêmes chances que les autres, de pouvoir évoluer dans cette même entreprise et demain devenir, eux à leur tour, PDG, directeur, que sais-je. Enfin, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je pense que pour conclure, on peut simplement dire qu'en fait, le changement, c'est un désir d'agir collectif. Je ne sais pas si on a un peu le temps pour les questions dans la salle. On me dit non. Bon, eh bien, merci. J'espère qu'on aura apporté un peu d'éclaircissement à tous ces questionnements. Merci pour votre écoute. Et bonne soirée. On vous réserve une petite surprise juste après, donc restez bien ancrés sur vos chaises, mais pas trop longtemps. Je m'appelle Shannon, je suis en 3e année à l'IFM, en bachelor de stylisme et modélisme. Je suis Esther, je suis belge et j'ai 22 ans. Je m'appelle Gary, j'ai 20 ans. Je suis en 2e année du Bachelor of Arts in Fashion Design à l'IFM. Moi je m'appelle Mathilde, je suis en première année de master à l'IFM. En tant que designer, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on fait, être dans la pleine conscience de ses actions. L'industrie de la mode a un côté très très moche et il y a des grandes choses à faire et à améliorer. Je veux faire de la mode eco-conscious. Il y a une notion de responsabilité, du coup, c'est nous et notre responsabilité qu'on a sur le monde dans lequel on vit. Enfin, révolution c'est hyper fort et pour l'instant il n'y a pas grand monde qui a une approche qui est complètement révolutionnaire, on va dire. Mais par exemple, Chloé, ils sont vraiment en train de faire un grand travail pour réinventer tout. Il y a plein de marques et de créateurs qui font des propositions de choses qui peuvent tendre à un changement, ce qui est très chouette. Pour moi, le plus grand mythe sur la mode durable, c'est dans un premier temps que la mode durable doit être moche et que c'est souvent une des premières idées pourquoi les consommateurs ils y vont pas directement et ils préfèrent aller chez Zara où c'est tout de suite très trendy parce que ça change en fait toutes les semaines et ils ont pas vraiment le temps de même se rendre compte c'est quoi la mode.